Saviez-vous que l'alliance, c'est-à-dire l'anneau, existe depuis l'Antiquité? Connaissiez-vous les bijoux de foi ou les bijoux de sentiment, dont certains étaient même faits en cheveux? Qui a offert la première bague de fiançailles en diamant? Bienvenue sur le podcast Il était une fois le bijou. Cette première saison est consacrée aux bijoux de l'amour et à l'amour du bijou. Je vous emmène dans les coulisses de la joaillerie, en allant à la rencontre des personnalités de la joaillerie qui aiment et font aimer les bijoux, suivant un triptyque, l'histoire, le savoir-faire et les créateurs. Dans ce premier épisode, je vous emmène dans l'histoire, la vraie, la grande et la plus belle, puisqu'il s'agit des bijoux d'amour, avec Christine Masseron. Je suis Anne Desmarais de Jotan, amoureuse des mots et passionnée du bijou. Êtes-vous prêt à écouter les plus belles histoires de bijoux? Commençons. Il était une fois le bijou. Aujourd'hui, je suis avec Christine Masseron. Bonjour Christine. Bonjour. Christine est conférencière et enseignante sur l'histoire du bijou. Elle intervient notamment à l'École internationale du marketing et du luxe, à l'Institut national de gémologie et à la Haute École de joaillerie. Alors, j'ai déjà une première question. Est-ce qu'il y a toujours eu des bagues d'amour? Oui, il y a toujours eu des bagues d'amour. Les premiers témoignages remontent à l'Antiquité, à la fois dans la Grèce antique et dans la Rome antique, où il était de tradition de s'offrir un anneau en gage de fidélité, promesse de fidélité, en vue éventuellement d'un mariage ultérieur. Et notamment dans la Rome antique, il y avait une tradition où les jeunes Romains portaient dans leur bouche des anneaux et incitaient les jeunes filles à récupérer cet anneau, notamment pour lire l'inscription qui y figurait. Et quelle inscription y figurait? Alors, il y a eu beaucoup de messages d'amour assez variés, mais ils reprenaient une promesse de fidélité, de perpétuité dans la poursuite des sentiments et la reconnaissance éternelle qu'ils se vouaient l'un à l'autre. Et ces anneaux, c'était des anneaux tout simples? C'était des anneaux en or? C'était des anneaux comment? En fait, la promesse de l'anneau pour concrétiser la signature d'un contrat est une pratique qui s'étendait assez largement au-delà de simplement la promesse d'un contrat d'amour, si je puis dire. Très souvent, c'était un anneau assez simple, d'un matériau peu noble, et rapidement, effectivement, les familles aisées ont opté notamment pour l'usage de l'or pour ce type de bague. Si je me souviens bien, c'est ce que vous aviez appelé l'annulus pronubus, c'est ça? L'annulus pronubus, effectivement, était offerte comme promesse de fidélité entre deux personnes, traditionnellement un homme et une femme, qui se vouaient l'un à l'autre pour l'éternité. Si on arrive dans notre siècle à nous, c'est-à-dire à peu près au moment de Jésus-Christ, est-ce qu'on a déjà des témoignages d'amour, des bijoux d'amour? Oui, il y a des témoignages, et notamment Pline l'Ancien, au 1er siècle après Jésus-Christ, dans ses différents écrits, témoigne de la pratique de l'échange de l'anneau en gage de promesse de fidélité. C'est la même chose que pour l'Antiquité. Dans l'Antiquité, par exemple, dans la Grèce antique, il y avait la symbolique du nœud d'Hercule. Hercule, qui était censé avoir terrassé le lion Némée et avoir attaché les pattes du lion selon un nœud bien particulier. Et ce nœud a été repris, par exemple, comme emblème pour les jeunes mariés, puisque le soir des noces, le marié devait dénouer les vêtements de son épouse, qui était lié en nœud d'Hercule. Et ce nœud d'Hercule avait la particularité d'être prometteur, notamment en termes de fertilité, puisque Hercule est censé avoir eu 70 enfants. Donc c'était une promesse de bon augure. Et si on avance un petit peu dans le temps, qu'est-ce qu'on trouve comme autre bague? Cette tradition de l'anneau s'est
perpétrée au fil des ans, et il y a eu notamment les bagues dites féédées. Ce sont les bagues de foie qui existent déjà au niveau du Moyen-Âge. On en retrouve trace même quelquefois dans des temps plus anciens. Et elles représentent essentiellement 2 mains jointes et elles symbolisent véritablement la promesse, le gage de promesse et de confiance. Les 2 mains jointes vont être très populaires du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. Ces 2 mains jointes, ça veut dire qu'on est marié ou qu'on va se marier? À l'époque, il n'y a pas, comme on l'a aujourd'hui, la différence entre la bague de mariage et la bague de fiançailles. Ça interviendra au XVe siècle, mais c'est vraiment la bague d'amour qui finalement, à mon sens, symbolise davantage cette promesse de confiance, cette promesse de fidélité, plus que 2 étapes, j'ai envie de dire, dans le process fiançailles plus mariage. En fait, les 2 mains qui se joignent, qui se croisent, c'est la symbolique du rapprochement de 2 êtres qui visent à faire un parcours ensemble. Ces 2 mains sont détachables ou c'est un anneau avec les 2 mains? Alors, il existe différents types de bagues. Il existe des bagues avec simplement la gravure de 2 mains jointes et il existe également des bagues que l'on dit des bagues jumelées où en fait, les 2 fiancés apportaient chacun finalement la moitié de la bague et c'est l'union de ces 2 bagues qui forment en relief, si je puis dire, sur le chaton de la bague, les 2 mains qui se croisent et qui témoignent de l'union que se vouent ces 2 êtres. L'homme et la femme ont les mêmes bagues? Oui, sachant que très souvent c'est quand même la femme, la fiancée qui est porteuse, si je puis dire, de ce bijou. Et c'est certainement l'un des bijoux auxquels la femme est le plus attachée. Et il y a même eu plus tard, au XVIIIe siècle et au XIXe, presque des magazines qui stipulaient en cas de doute, qui rappelaient alors d'une certaine façon les femmes par rapport à leur engagement vis-à-vis de cette bague. Engagement vis-à-vis de leur époux et engagement vis-à-vis d'elles-mêmes également. Je crois que j'avais vu aussi dans un hôtel de vente une bague où il y avait 2 petites mains et quand on l'ouvrait, à l'intérieur, il y avait un petit cœur. Oui, le cœur est l'un des nombreux symboles que l'on retrouve sur ces bagues d'amour. Ça n'a pas été le seul. Il y a eu des symboles animaliers, comme le chien, par exemple, qui a la connotation d'être un animal très fidèle. Il y a eu également des symboles végétaux, comme le lierre ou le myosotis. Pourquoi particulièrement? C'est une petite fleur bleue toute modeste. Parce que je crois, si je ne me trompe pas, que myosotis en anglais, c'est Don't Forget Me. Est-ce que ces bagues ont d'autres caractéristiques? Est-ce qu'on écrit des choses dessus? Absolument. Beaucoup de ces anneaux, en fait, portent des inscriptions. Assez curieusement, de nombreuses inscriptions sont en français. On a également des témoignages de bagues dans d'autres pays avec des inscriptions en anglais, par exemple. Cela tient à une tradition qui fait que beaucoup de gens croyaient que le fait d'inscrire un message sur un objet qui était directement porté à même la peau, eh bien, amplifiait finalement la symbolique de ce bijou. Donc on a appelé ça des posies, aime-moi pour toujours, pour l'éternité. Et ça pouvait avoir aussi une connotation, j'allais dire un peu divinatoire, puisqu'on implorait l'amour éternel, avec aussi un côté bénédiction, selon les croyances de tout un chacun. Donc c'est très loin d'aujourd'hui où on note juste les 2 prénoms et la date du mariage. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine discrétion qui est de mise et peut-être que le fait aussi que c'est finalement un bijou extrêmement personnel. Et d'ailleurs, au fil du temps, le message qui était quelquefois inscrit sur l'extérieur de l'anneau et donc visible par tout un chacun, finalement, est revenu à l'intérieur de la bague de façon à ce que seuls finalement, ceux qui portent cette bague d'amour, eh bien, soient témoins de ce message. Et il n'y a plus nécessairement la nécessité de l'exprimer aux yeux et aux vues de tous. Maintenant, on a donc la bague de fiançailles, les anneaux de mariage. Ils ne sont pas exactement les mêmes si c'est pour homme ou pour femme. Est-ce que ça en a toujours été ainsi? Non. Le premier témoignage réel de la différenciation entre la bague de fiançailles et
l'alliance, puisque c'est le nom désormais que l'on donne à cet anneau qui symbolise l'union définitive, ou en tout cas supputée être comme telle le jour J, date de 1477. Et à l'époque, c'est Maximilien de Habsbourg, futur empereur germanique, qui est réputé avoir déclaré à sa fiancée, Marie de Bourgogne, « Votre grâce doit avoir une bague sertie avec un diamant et aussi un anneau d'or ». Et c'est aussi à cette époque, au XVe siècle, que va intervenir un élément déterminant, c'est les progrès de taille, notamment sur le diamant. Et rapidement, le diamant, finalement, va devenir l'emblème du romantisme amoureux, l'emblème de cette promesse de fidélité et qui va jamais cesser, finalement, de se développer jusqu'au XXe siècle. C'est grâce à Maximilien qu'on a droit à 2 bagues, si j'ai bien compris. Voilà, on peut remercier Maximilien de Habsbourg et puis on peut remercier aussi toutes celles et tous ceux qui ont contribué finalement à entretenir cette tradition. Ces anneaux, on les a toujours portés au même doigt ? Non. On ne les a pas toujours portés au même doigt. Traditionnellement, on les porte au 4e doigt de la main gauche, doigt qui est supposé abriter la vena amoris, qui est la veine de l'amour qui relie directement ce doigt au cœur. Mais certains témoignages attestent de bagues d'amour de très grande taille qui laissent supposer qu'elles aient pu être portées notamment au niveau du pouce. Et ces bagues, lorsqu'elles étaient transmises, notamment de mère en fille, eh bien, étaient ensuite portées autour du cou avec en général un cordon de velours. Le bijou d'amour d'un homme à une femme devenait un bijou de transmission, donc il ne se portait plus de la même façon, c'est ça ? Qu'en est-il des autres religions ? Dans certains pays comme la Belgique ou l'Allemagne, traditionnellement, l'alliance se porte à la main droite. Alors pour différentes raisons, l'une pas très sérieuse mais relativement amusante, c'est de dire que comme la majorité des gens sont droitiers, eh bien il convenait de la porter à la main droite et pour qu'elle soit plus visible et éviter d'éventuelles infidélités. Voilà. Et sinon, je crois que vous m'aviez parlé des bagues de mariage juives qui ne se portent qu'une journée, donc en fait qui ne se portent pas. Alors, ça c'est un cas un peu particulier. En fait, effectivement, la bague de mariage juive, elle, c'est une bague cérémonielle qui ne se porte que le jour du mariage et qui remonte à une tradition très ancienne, à l'époque où, en fait, les hommes achetaient, entre guillemets, des épouses. Mais ces bagues de mariage juive, en fait, elles se caractérisent essentiellement sur le plan esthétique par le fait que le chaton est surmonté d'une petite maison dont très souvent le toit s'ouvre et qui évoque le foyer qui sera créé par le couple. Mais ça reste quand même un témoignage très particulier et très souvent, lorsque l'on ouvre le toit de cette petite maison, on y découvre l'inscription Mazel Tov qui vise à rappeler et à souhaiter les meilleurs vœux de bonheur aux futurs époux. Vous dites petite maison, mais ça doit faire une bague quand même assez énorme. Oui, ce sont en général des bagues quand même assez volumineuses, ne serait-ce que par le fait qu'il y a cette petite maison dont certains pensent qu'elle évoque également le temple de Jérusalem, mais oui, c'était des bagues qui avaient vraiment une vocation à symboliser de manière pérenne cet instant qui reste un instant magique dans la vie de toutes celles et ceux qui passent par là. On en faisait quoi alors, puisqu'on ne la portait pas ? Ensuite, elle restait comme un symbole dans la famille et c'était finalement comme une pierre à l'édifice qui devait, je ne peux pas dire être indestructible, mais quasiment. Toutes ces bagues d'amour n'ont pas vocation à être une sorte de matérialité de la dot, un peu comme en Inde où on offre des bijoux qu'après la femme peut vendre si elle a besoin pour entretenir le foyer. Est-ce que ces anneaux-là, parce qu'on parle d'anneaux relativement simples là ? Oui, après je pense que ces anneaux en fait ont vraiment eu pour vocation de symboliser et de matérialiser un acte d'union entre deux êtres. Pour la femme, ça reste quelque chose, certainement le bijou auquel, indépendamment de sa valeur, elle reste le plus attachée, parce qu'elle a une valeur symbolique, la bague d'amour, que ce soit ensuite l'alliance ou la bague de fiançailles telle qu'on la connaît aujourd'hui,
C'est vraiment le symbole d'un changement dans sa vie, d'un changement de statut, et c'est aussi le symbole de tout un engagement qu'elle prend vis-à-vis de son époux. Beaucoup de textes témoignent de la valeur apportée à cette tradition de la bague d'amour. Le poète Ovide, par exemple, dans l'Antiquité romaine, écrit à leur sujet « Anneau qui va entourer le doigt de ma belle maîtresse, toi qui n'as de prix que par l'amour de celui qui te donne ». Donc il y a un sentiment non seulement de fidélité, mais également de prospection dans le futur. La bague d'amour, elle se mérite. Je pense que c'est ce qui contribue aussi au fait que ce n'est pas un bijou banal. Jamais une femme attachée à son fiancé, à celui qui va en théorie devenir son futur mari, reste extrêmement importante pour elle. Parce que ça traduit non seulement une promesse, mais ça traduit véritablement un engagement de sa part à elle, mais également de la part de son fiancé, de celui qui va devenir son mari. Donc c'est vraiment l'affirmation de l'amour, j'allais dire un peu suprême, de l'amour qui balaye toutes les autres considérations finalement dans la vie du couple. L'amour sort triomphant. Alors, à contrario, s'il se passe quelque chose, si on rompt les fiançailles, si on rompt l'engagement, qu'est-ce qu'on fait de cette bague ? Tout dépend de l'époque à laquelle on se trouve. Au XVIIIe siècle, j'aimerais vous rappeler un extrait d'une revue qui s'appelle The Ladies' Monthly Museum. Et en 1798, cette revue rappelle aux lectrices britanniques la recommandation suivante. « Portez votre alliance à chaque instant, car en elle réside plus de vertu qu'on pourrait l'imaginer. Si vous êtes contrarié de façon inattendue, assailli de pensées inconvenantes, ou tenté de quelque façon que ce soit de vous éloigner du droit chemin, posez les yeux sur elle et rappelez-vous qui vous l'a offerte, l'endroit où vous vous trouviez et ce qui s'est passé en ce moment solennel. » Donc pour répondre à votre question, clairement, même s'il y avait des tentations, le fait de porter un regard ému sur sa bague de fiançailles devait dissuader les femmes. Aujourd'hui, je pense que ce type de recommandation peut paraître un peu désuète. Il n'empêche que je pense très honnêtement que ça reste un bijou que l'on souhaitera transmettre à ses descendants. Par exemple, en cas de deuil, je sais qu'il y a des bijoux de deuil qui sont aussi des bijoux d'amour avec des cheveux dedans, avec des petits chiens qui parlent de la fidélité. Ces bijoux-là, est-ce que aussi c'est une autre tradition qui se fait après la bague de fiançailles, et ça arrive à peu près à quelle époque ça ? En fait, le bijou sentimental a vraiment été exacerbé au XIXe siècle. Ça correspond aussi à la mode, entre guillemets, des bijoux de deuil, avec effectivement, comme vous l'avez dit, les bijoux de cheveux qui étaient très fréquents à l'époque. Globalement, il y a eu une époque où on souhaitait véritablement, symboliser l'attachement à un être cher par la remise d'un objet extrêmement personnel, d'où l'usage des cheveux, qui est tombé en désuétude ensuite, à la fois pour des raisons d'hygiène et puis avec l'avènement de la photographie qui a permis finalement de rendre plus présent la proximité avec un être cher. Je pense que ce bijou reste quelque chose auxquelles les femmes sont extrêmement attachées, que l'on a à cœur de transmettre. Dernière question que je pose à tout le monde. Est-ce que vous avez un bijou fétiche ? Moi, par exemple, je ne me suis jamais fiancée ni mariée, mais c'est vrai que j'ai à cœur de garder et de porter de temps en temps, je ne le fais pas en permanence, mais la bague de fiançailles de ma propre mère. Elle est comment ? Elle est en or ? Elle a des diamants ? Alors, c'est une bague ancienne qui a été créée à l'époque à partir de diamants appartenant à ma grand-mère que je n'ai malheureusement pas connue. Donc, d'une certaine façon, c'est aussi un attachement sentimental à une femme qui m'a beaucoup manqué, à ma propre mère qui n'est plus là aujourd'hui. Et je n'imagine pas un jour me dessaisir de cette bague, même si je sais très bien que elles ne sont pas forcément du goût de mes filles, mais je pense que l'attachement familial à des êtres chers sera plus fort que les modes d'aujourd'hui ou de demain. L'amour sera plus fort que tout. Absolument. Merci beaucoup, Christine. Merci. Au revoir. Au revoir.
Et pour finir cette belle histoire, ils furent heureux, s'aimèrent longtemps et aimèrent les bijoux, toujours. Ainsi se termine cet épisode d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire de bijoux vous a plu, je vous donne rendez-vous dimanche dans 2 semaines avec une autre personnalité du monde de la joaillerie. Pour aborder la partie savoir-faire, je vous emmène à la rencontre de Marc Lower, des ateliers du créateur, et nous vous ferons entendre les bruits secrets d'un atelier de joaillerie. Retrouvez-moi sur le site Il était une fois les bijoux ou les réseaux sociaux et n'oubliez pas de mettre plein de petites étoiles qui brilleront comme des joyaux.